Sud Radio présente Une vie de rugby avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Gaël Ficou, bonsoir, je suis ravi de te recevoir dans ce nouveau rendez-vous de Une vie de rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Alors on se connaît plutôt bien à titre personnel, mais en fait j'apprends à te découvrir par les médias et je suis ravi qu'on puisse échanger parce que la sortie de ton livre dont on parlera tout à l'heure et ton dernier article sur le Figaro m'ont pas mal interpellé. Donc d'abord, pour commencer, c'est toujours la première question, on revient très loin aux origines du rugby. Donc toi, on va pas mal parler en fil rouge de ton frère. Ouais. C'est lui qui t'amène à découvrir ce sport à l'âge de 8 ou 9 ans, je crois, au club de la Seine. Un peu plus tard, à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans. Déjà, merci de me recevoir ici, ça fait plaisir d'être là. Et après, oui, il m'a présenté le rugby à l'âge de 13 ans et demi, on va dire. Pendant un an, j'ai fait les deux sports en même temps, donc le football et le rugby. Et très vite, je tombe fou amoureux de ce sport, les valeurs, l'amitié qui s'écrit entre certains collègues, etc. Et aussi la chance de pouvoir, quand tu es très jeune dans le rugby, tu as la chance de faire des tournois à Clermont, à Toulouse, un peu de partout, à Perpignan, etc. Et j'ai très vite adoré ce genre d'ambiance, donc c'est comme ça que je suis tombé dans le rugby, quoi. Ah, mais toi, on sent quand même très tôt cette force de caractère parce que à ce moment-là, tu as quand même le choix avec des grands clubs de foot, puisque tu dis que tu pratiques les deux sports. Ouais, et donc, il y a notamment l'AS Monaco qui s'intéresse à toi. Ouais. Donc, malgré l'amitié que tu noues avec tes potes du rugby, c'est quand même dur de refuser des appels du pied de clubs de foot comme ça parce qu'il y a l'appel de la dimension médiatique du football qui doit quand même trotter dans un coin de ta tête. Oui, totalement, c'est vrai. Mais après, à cet âge-là, tu réfléchis pas trop sur ça. Enfin, tu sais que tu as envie de juste jouer avec tes collègues sur les terrains, t'amuser, rigoler, etc. Et je pensais pas à tout l'impact qu'avait le foot ou le rugby à ce moment-là. Je pense juste à m'amuser avec mes amis. Donc en fait, je ne mesurais pas vraiment l'ampleur de ce que c'était l'AS Monaco ou Sochaux ou ces clubs-là. Je me pensais juste à me faire plaisir et à rigoler avec mes amis, quoi. Donc c'est qu'après coup que tu te rends compte que c'est vrai que c'était une belle opportunité aussi pour moi de jouer dans d'autres sports à très haut niveau, même si je suis pas sûr d'être si j'allais être rugbyman ou footballeur, etc. Je sais pas si j'allais devenir pro. À cette époque-là, j'étais la pièce, c'était juste que je m'amusais énormément au rugby, quoi, tout simplement. Juste le plaisir. Alors, j'ai lu ton interview, je le disais, dans le Figaro, où tu parles de ton enfance, ton adolescence dans une cité, la cité Berthe, à la Seine-sur-Mer. Est-ce que déjà, à cet âge-là, le rugby, c'est ton moment d'évasion et tu sais que tu vis dans un contexte qui est pas forcément simple, où il y a l'insouciance de la jeunesse et tu réalises pas du tout que le rugby te sert aussi à quitter un quotidien qui est pas forcément agréable? Au début, je m'en rendais pas compte les premières années. La première année, je m'en rendais pas compte. C'est juste ça me servait pour m'évader, pour m'amuser, pour me libérer un peu l'esprit et faire du sport, en vrai. Et très vite, quand j'ai intégré les centres de formation, donc Toulon, le pôle espoir de hier, etc., où là, tu es réuni avec tous les joueurs de ta génération. Là, très vite, j'ai compris que c'était des choses sérieuses. On commençait à être en équipe nationale des moins de 16 ans. Donc là, tu comprends très vite qu'en fait, tu changes de milieu et en fait, tu t'ouvres. Parce que c'est vrai que quand tu vis dans une cité, tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe parce que tu as, comme je dis, 16 tours de 16 étages collés, quoi. Et donc, en fait, tu vis avec toujours les mêmes personnes, les mêmes familles, les mêmes idéologies, etc. Et là, de s'ouvrir, j'ai rencontré plein de monde. Ça m'a fait évoluer, même moi en tant que personne, en tant qu'humain et sportivement. Donc, j'ai vachement évolué très vite. Et ma mère m'a toujours donné cette capacité de m'adapter et d'apprendre, de toujours écouter les gens et de se cultiver, d'apprendre plein de choses, etc. Et c'est vrai que en côtoyant certaines personnes, j'ai beaucoup appris et très vite. Ah, ça se voit et on y reviendra. Il y a une forme de recul sur la pratique, sur ton statut qui est vachement intéressante et touchante aussi. Et donc, tu le dis, tout est allé très vite. Donc, Gaël Ficou, toi, tu rejoins le centre de formation du RCT. Et puis, tu découvres même pas l'équipe première du RCT. Toulouse vient te chercher très tôt, à 18 ans, lors de la saison 2012-2013. Ouais, exactement. Tu vas passer 6 ans à Toulouse, on y reviendra. Mais donc là, il y a cette découverte du Stade Toulousain, assez unique finalement, parce que le Stade Toulousain venait chercher des joueurs qui venaient de percer. Ouais. Ça avait été le cas normalement avec les Berjaïens avant, avec tout un tas d'exemples d'autres clubs. Toi, il y a ce pari du Stade Toulousain sur toi, avant même que tu aies découvert l'équipe 1 du RCT, et tout de suite, tu trouves ta place au Stade Toulousain dans un vestiaire difficile. Comment, avec le recul, tu as vécu cette arrivée à Toulouse avec un statut à conquérir complètement ?
Non, c'est vrai que comme tu as dit, j'avais pas encore le statut de joueur accompli ou de joueur professionnel parce que j'avais 17 ans et demi, je m'entraînais un peu avec les pros, mais j'avais jamais fait de feuille de match. J'ai fait une fois 24e, mais je pense que c'était plus pour me faire rêver qu'il m'avait mis 24e pour pouvoir rester au RCT. Très vite, j'arrive à Toulouse et là, j'arrive dans un vestiaire où c'était les plus grands joueurs français, voire dans le monde entier. T'arrives, il y a McAllister, Josion, Florian Fritz, Vincent Clerc, tous ces mecs-là, Clément Poitronneau, etc., Titi. Je vais pas tous les citer parce que en fait, toute l'équipe était incroyable. Et très vite, on m'a rassuré, j'étais très proche de Maestri, donc il m'a beaucoup aidé à m'intégrer, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est des gars en or, quoi. Ils sont hyper bienveillants avec moi, donc ils me mettent à l'aise. Au début, c'était pas simple parce que tu sens que il y a le poids de l'histoire dans ce club où tu sens que voilà, chaque année, il faut regagner. L'année juste où j'arrive, ils avaient gagné déjà un titre. Donc tu sentais qu'ils se remettaient déjà en question et que ça allait être encore une très grosse saison. Et finalement, je m'intègre super bien. Au bout d'un match, le premier match, je suis remplaçant. Le deuxième match, je suis titulaire, je marque. Et là, tout s'enchaîne très rapidement. 2 mois après, je suis en équipe nationale. Et tout s'enchaîne très rapidement. Mais c'est vrai que j'avais pas eu le cursus, comme tu as dit, où généralement, au Stade Toulousain, on te prend quand tu es confirmé. Par exemple, Yohan, il est revenu quand il a joué en pro. Yann David, il est arrivé quand il a commencé à Bourgoin. Flo Fritz, pareil, etc. Donc, c'était un peu... j'étais un des premiers joueurs à avoir vraiment été recruté et direct mis en pro, quoi. C'est assez exceptionnel cette ascension. Donc tu découvres l'équipe 1 du Stade Toulousain et le top 14. Et 3 mois après l'équipe nationale, plus jeune joueur à devenir international, à 18 ans seulement. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que tu es un vieux de la vieille. Mais tu n'as même pas 30 ans, 79 sélections, on y reviendra. C'est vrai que cette vie en bleu, elle démarre très tôt pour toi. Et donc au bout de 3 mois, tu passes du statut d'espoir qui doit se faire une place dans le vestiaire et essayer de gagner sa place en équipe 1 au statut d'international. Est-ce que tu l'as bien vécu tout ça ou est-ce que le chamboulement a été quand même brutal? Tu quittes ta famille, tu quittes tes repères, tu te retrouves en quelques mois seulement dans une nouvelle ville avec un statut à assumer. Ouais. Comment tu l'as vécu tout ça? Bah, plutôt bien parce que comme je t'ai dit, j'étais vachement encadré. Il y avait des joueurs hyper bienveillants. Je me rappelle dès mes premiers matchs, etc. Vincent, Yannick Nyanga, tout ça, ils m'ont hyper bien encadré. J'étais entouré, honnêtement, je manquais de rien. Ils avaient une bienveillance envers moi qui était incroyable. Donc c'est un club très très familial. Malgré l'extérieur où on se dit c'est une usine, il n'y a que des très grands joueurs, etc. Mais on s'imagine pas de l'intérieur parce que comme c'est une famille et comme ils sont soudés entre eux et comme même après quelques années où je suis parti, maintenant ça fait 6 ans que je suis plus au Stade Toulousain. Quand je croise des dirigeants ou des joueurs avec qui je jouais pendant des années, on est resté très soudés, quoi. Donc c'est vraiment un club à part, ça c'est certain. Il y a un rapport à la transmission qui est très particulier. Totalement, c'est impressionnant et il y a très peu de clubs qui sont comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un club qui rayonne depuis tant d'années et qui continuera à rayonner dans 50 ans parce que voilà, ils ont une force en interne qui est incroyable. Et après, non, j'ai été super bien entouré, donc je l'ai assez bien vécu. Même s'il y a eu des moments de doute et de difficulté, faut pas se le cacher, mais dans l'ensemble, j'étais bien entouré. Donc, j'imagine, une carrière, c'est pas un long fleuve tranquille. Tu passes 6 saisons au Stade Toulousain, avec la chance de vivre ce club de l'intérieur et de nouer des amitiés fortes, et la malchance. Ouais. Fait quand même assez exceptionnel, 6 ans sans titre au Stade Toulousain, donc tu n'as pas eu la chance d'être champion avec le Stade Toulousain et tu décides de te lancer un nouveau défi en rejoignant le Stade français en 2018. Il est guidé par quoi ce choix à ce moment-là? Franchement, il y a 3 raisons évidentes. C'est que la première, c'est que je sentais que je progressais plus. Je savais que j'allais être titulaire sans manquer d'humilité, mais je savais que j'étais titulaire à tous les matchs, que j'étais en équipe nationale, etc. Et je me remettais pas forcément en question, donc mon niveau de jeu stagnait. Et c'est vrai que, comme tu as dit, on était dans une période un peu de disette où on gagnait pas forcément. On accrochait des demi, des trucs, etc. Mais on n'allait jamais au bout. Il y a une année très dure où on finit carrément 12e. Ce qui n'était pas arrivé depuis je sais même pas si c'était déjà arrivé avant. C'était arrivé avant, début mais des années 80, je crois. Et voilà, dans les années 80. Donc il y a eu des moments très compliqués, des moments incroyables, parce que les 3 premières années, je crois qu'on fait des demi, ça se joue à rien, qu'on perd contre Toulon, mais Toulon c'était les Galactiques à ce moment-là, ils avaient une équipe de fous furieux. Mais c'est vrai qu'après, les 3 raisons, il y en a. La première, c'est que moi je venais perdre ma maman, donc j'étais pas au mieux de ma forme, je me sentais pas très bien et c'est vrai que avec Hugo, toutes les semaines j'allais voir ma mère, donc je faisais l'aller-retour 1 à 2 fois par semaine et j'ai assimilé ça aussi beaucoup à Toulouse malheureusement, mais or qu'il y a rien à voir, mais c'est vrai que
J'avais besoin d'un nouvel élan, d'un changement d'air. Et après, j'ai eu un contrat que je pouvais pas refuser, faut l'avouer aussi. Hein. Il y avait l'aspect financier qui était concret. Et j'avais envie de découvrir Paris. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par Paris. Et j'avais vraiment envie d'aller à Paris. Donc, j'ai eu d'autres propositions de plein de clubs, dont mon club formateur qui est Toulon. Et j'ai pas voulu y aller et pas y retourner parce que j'avais envie de découvrir Paris, de voir ce qui se passait. C'est une ville qui me faisait rêver. Donc, j'avais vraiment à cœur de venir ici. Et je me suis pas trompé parce que c'est ici que je me sens le mieux. Donc c'est pour ça, c'est les 3 choix qui ont guidé ma décision de partir au Stade Français. Ouais, parce qu'une Gaël Fickou, je le répète pour ceux qui nous prennent en cours de route, on est ensemble pour une vie de rugby. On revient sur une carrière déjà très très accomplie malgré tes 29 ans. Il y a une double vie à mener en parallèle. Il y a une vie de joueur de rugby professionnel et une vie d'homme qui doit trouver aussi son épanouissement. Donc tu rejoins le Stade Français, tu y passes 3 saisons. Ensuite, il y a ce transfert au Racing qui a été beaucoup commenté parce que c'est en cours de saison. Et je te connais pas très bien, mais assez pour savoir qu'il y a beaucoup d'humains en toi. Et j'imagine que ça n'a pas été aussi facile de changer de vestiaire en cours de saison. Ça s'était peu vu dans le rugby. Puis en plus, j'imagine que la médiatisation autour de ça t'a pas mis forcément très à l'aise. Avec le recul, comment tu as vécu cette période-là ? C'était une période compliquée, mais honnêtement, comme je disais, les gens qui me connaissent vraiment, ils savaient très bien que c'était pas mon choix à la base. Je voulais pas partir du Stade Français, j'avais signé 5 ans. Donc il me restait encore 2 années de contrat. Le club a voulu se séparer pour des raisons financières, parce qu'ils avaient des problèmes financiers. Et donc c'est comme ça qu'on a trouvé un accord avec le Racing pour être libéré avant. Après, ce que j'ai pas forcément apprécié et ce que j'ai dit dans le livre aussi, c'est que ils n'ont pas été clairs sur ce sujet-là, parce qu'on ne peut pas laisser partir un joueur si on ne signe pas les papiers. Oui. Donc forcément, déjà, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Mais bon, après, quand on est fan d'un club, forcément, on suit son président, on écoute ce qu'il dit et on le croit. Mais la réalité, elle était tout autre. Donc tant que les joueurs du Stade Français connaissaient la vérité, c'était le plus important pour moi. Parce que je voulais pas partir comme un traître. Voilà, exactement. Parce que c'est des mecs avec qui tu passes la plupart de tes journées, et plus que ta femme ou ta famille. Donc c'était important pour moi de partir avec une belle image de mes coéquipiers. Avant de passer à la période équipe de France, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec ce grand chelem l'année dernière, cette Coupe du Monde qui approche, je voudrais faire une petite parenthèse sur l'aventure de la Seine, club de rugby que tu as repris avec ton frère. Donc ce frère qui t'a amené à découvrir le rugby dans ce même club de la Seine. Il y avait une dimension sentimentale pour toi dans ce choix. Qu'est-ce qui t'a guidé dans le choix de reprendre un club ? On sait qu'a priori, c'est le genre de sujet qui coûte de l'argent. C'est quoi qui t'anime là-dedans ? C'est la transmission, redonner un peu de ce que t'as pris dans ce club, qui t'a fait grandir, qui t'a fait découvrir le rugby. Quelle était l'ambition ? Un peu tout ça à la fois. Après, ça s'est fait plus simplement. C'est-à-dire que l'ancien président, qui était mon président quand j'étais tout jeune, pas tout, Philibert, il m'appelle, il me dit « Écoute Gaël, c'est compliqué, on a besoin d'un ambassadeur et aujourd'hui, voilà, t'es Sénois, tu joues en équipe nationale, t'es la vitrine de ce club, etc. Donc, ça serait bien que tu viennes nous donner un coup de main et que Jérémy vienne nous donner un coup de main par rapport aux partenaires, etc. » Et très vite, on a beaucoup plus de partenaires, pas mal de retombées. Le club remonte en Fédéral 1, on est en Fédéral 2, donc c'était la première fois qu'on descendait d'une division. Ça a toujours été un club emblématique en Fédéral 1. Et depuis, on est monté de 3 divisions, donc c'est assez positif. Y a forcément, comme tu as dit, c'est beaucoup d'investissement, c'est très dur. Après, on a des gros partenaires comme tu connais très bien Fortil, qui nous accompagnent et qui nous aident énormément et qui essayent de nous aider à nous structurer, même si c'est pas si simple que ça. Mais c'est vrai que voilà, on a encore fait une très belle saison cette année, même si on est déçu d'avoir perdu en barrage face à Florence. Mais voilà, on évolue chaque année, on essaye de faire évoluer les infrastructures, l'école de rugby, parce que c'est très important. On essaye d'avoir de plus en plus de Sénois, parce qu'on veut plus aller chercher des joueurs étrangers, ou en tout cas de moins en moins, parce qu'on a déjà ce qu'il faut au sein sur le territoire. Ouais, sur le territoire. Et après, c'est une aventure extraordinaire, parce que quand tu vas aller voir, en vrai, je me reconnais. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, dans les tribunes, en train de jouer sur cette pelouse, etc. Donc, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir y aller et de voir un peu les retombées. Aujourd'hui, tous les week-ends, le stade, il est plein. Ça fait vivre la ville. Ça donne les frissons à plein de personnes dans la ville. Donc, ça, c'est hyper positif pour nous. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que ce qui frappe chez toi, c'est
ce sens des responsabilités. On sent voilà, que tu as pris conscience du rôle que tu avais endossé en tant que star du rugby et de ce que tu devais aussi renvoyer quelque part en termes de dimension et d'impact social et sociétal. Et voilà, tu le fais très bien avec ce club de la Seine. Je voulais en dire deux mots et puis pouvoir aussi faire un petit coucou à ton frère qui œuvre au quotidien. Donc on va revenir maintenant à l'équipe de France avec ce qui nous attend, cette Coupe du Monde dont tout le monde parle. Toi aujourd'hui tu fais figure de cadre de cette équipe de France, on l'a dit, Gaël Fickou, je le répète, 79 sélections, tu as connu cette équipe de France à 18 ans, ça fait 10 ans d'équipe de France. J'imagine que tu dois savourer particulièrement ce que vous vivez en ce moment parce que tu as connu des périodes difficiles en équipe de France. Tu as déjà vécu 2 Coupes du Monde, des moments pas simples où tu as dû endosser aussi une responsabilité de leader dans le vestiaire. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur cette nouvelle génération et en quoi tu crois vraiment au potentiel de cette équipe pour être champion du monde? Honnêtement, déjà, je pense qu'il y a une très belle génération. On a un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde de notre équipe. On a des talents comme Romain, Damion, qui sont à leur poste des références. Et je pense qu'on a le bon amalgame entre des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs qui sont très prometteurs, et des joueurs qui sont assez confirmés, mais qui sont encore très jeunes, et qui ont cette fougue et qui apportent cette énergie, on va dire, un peu nouvelle, et qui transcendent un peu cette équipe. Après, on a un staff hyper compétent, et ça, faut le souligner. Je pense que ça y joue énormément. La règle des gifs qui a été mise en place par Bernard il y a quelques années paye et porte ses fruits. Donc, je pense que tout ça, mis bout à bout, fait que t'as cette alchimie entre le staff, les joueurs, toutes les règles et les décisions qui ont été prises pour le rugby, qui font que aujourd'hui c'est hyper positif pour l'équipe de France. Et on le voit, il y a des retombées énormes. Que ce soit, moi j'ai joué des matchs, il y avait 26 000 personnes dans le stade, au Stade de France. Aujourd'hui, le stade il est plein à craquer à chaque match. Tout le monde chante la Marseillaise. Les supporters vibrent à chaque match et nous on prend énormément de plaisir, on gagne les matchs. Donc franchement, voilà, il y a du talent, il y a beaucoup de travail aussi parce qu'on travaille très dur et ça c'est une vérité aussi. Et je pense qu'on est super bien staffé, donc ça y joue énormément. On te sent assez introverti dans la vie, mais on sent que tu as pris toute ta place et ton rôle sur le terrain et en dehors. Comment tu as évolué au fil de ta carrière en bleu sur cette responsabilité finalement de cadre et de leader que tu avais endossé? Est-ce que c'est quelque chose de simple pour toi ou est-ce que ça a été pas forcément évident à vivre? Je pense que franchement ça s'est fait naturellement. Quand je suis arrivé très jeune, tout le monde voyait un peu comme le phénomène, comme aujourd'hui on peut voir, je donne un exemple, on peut voir un Dumortier ou un Gabin Villiers, un mec qui vient d'arriver, même si ça fait maintenant quelques années, mais au début on me voyait comme un peu le phénomène qui peut nous faire marquer à la fin, etc. Et puis plus le temps est passé, on se disait Gaël, en fait on va le faire commencer titulaire, et de plus en plus jusqu'à la Coupe du Monde où vraiment en 2018, à partir de 2018-2019, où là vraiment j'ai pris une place de leader dans l'équipe, où je sentais vraiment que j'avais des grosses responsabilités sur les épaules. Et vraiment, après la Coupe du Monde, quand Sean Edwards est arrivé, où il m'a nommé capitaine de la défense, où là, vraiment, j'ai senti qu'il me faisait énormément confiance et qu'il avait beaucoup d'espoir sur moi. Donc, quand on te fait confiance, t'as pas envie de décevoir, surtout des mecs comme ça, où, avec leur palmarès et leur côté humain qui est tellement fort, honnêtement. Donc, j'avais vraiment envie de pas les décevoir et c'est pour ça que je m'engage à 200% à chaque fois, quoi. Non, mais c'est un élément important et c'est pour ça que je reviens dessus parce que j'ai eu cet échange avec Thierry Dussautoir sur le Capitana, mais quelque part les leaders de vestiaire ont une forme de responsabilité de capitaine et c'est vrai que Thierry me disait que certaines fois, notamment sur la fin de sa carrière, il aurait aimé être un peu plus égoïste et pouvoir se concentrer sur sa performance individuelle. Et c'est toujours difficile d'avoir à gérer son objectif personnel de performance et puis quelque part la responsabilité des autres. Aujourd'hui, tu te sens pleinement prêt à l'assumer? Totalement. Après, je pense que Titi l'a super bien dit parce que moi je l'ai senti quand on fait cette Coupe du Monde en 2015, il était un peu seul. Il était totalement seul. Guillaume, pareil. En 2018, tout le mandat, il a été seul, quoi. Il y a un peu Loulou Picamol qui l'a aidé, mais il était un peu seul. Il était trop exposé par rapport aux autres. Aujourd'hui, c'est Antoine notre capitaine, mais derrière il y a Charles, il y a moi, il y a Greg, Aldrit, il y a Julien Marchand, Anthony Gelonche,
Donc ça fait que, en gros, il a une ossature où il s'appuie énormément sur nous. Toto, c'est pas lui qui gère tout au final. C'est un peu Charles, un peu moi, un peu Greg, un peu Juju, un peu Anthony Gelonche. Voilà, on se répartit les tâches et surtout, on est tous leaders de nous-mêmes. Un Romain Ntamack, il sait ce qu'il doit faire. Il est tellement professionnel. Un Jonathan Danty, il sait ce qu'il doit faire. Donc tous ces joueurs, je pense, arrivent à maturité et surtout ont énormément de confiance en eux. Et après, tu as le cercle des leaders où on échange énormément sur la vie de groupe. Pas que sur le rugby, mais sur la vie de groupe en général, quoi. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, Antoine, il a moins de poids sur les épaules, même si déjà il est énormément médiatisé, etc. Bah, ça lui enlève quand même beaucoup de pression sur les épaules, je pense. Et ça aide énormément. Ouais, on sent, ça transpire à l'extérieur du groupe, ce sens du collectif et cette volonté de prendre des responsabilités. Ce qui frappe avec cette nouvelle génération, c'est sa maturité. Tu le disais, c'est des jeunes joueurs, mais qui ont déjà beaucoup d'expérience. Et moi, c'est mon analyse, peut-être que tu la partageras pas, mais j'ai l'impression que cette génération qui est arrivée juste après toi, c'est la première qui est née réellement dans le professionnalisme et qui a à la fois, ce que je trouve exceptionnel, c'est ce rapport aux valeurs du rugby, à la fête, à l'histoire du rugby, au terroir, mais à la fois cette responsabilité du professionnalisme et le niveau d'exigence. Et en fait, je trouve que cet équilibre aujourd'hui en équipe de France, il est parfait et il amène ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain. Ouais, je suis d'accord à 100% avec toi. Souvent, on me pose la question, en tant que joueur le plus capé, etc., est-ce que tu les aides? Mais j'ai envie de leur dire, mais ils sont plus pros que moi, les mecs. Non, mais c'est vrai, un Romain Ntamack, je suis désolé, t'as pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Il sait déjà ce qu'il doit faire. Un Mathieu Jalibert, un Jaminet, etc., ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Les mecs, ils sont tellement carrés, tellement pros que, franchement, honnêtement, ça coule de source, quoi. Il y a rien à leur dire. Bien sûr que tu peux apporter sur la confiance en disant, mais t'inquiète, je serai à côté de toi, on va pas lâcher, etc. Mais après, le reste, les mecs, ils sont limite plus pros que nous, quoi. Parce que moi, je suis arrivé entre les deux. Mais c'est vrai que cette génération-là, ils ont déjà gagné des Coupes du Monde, etc. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent gérer la pression, ils savent s'entraîner, ils savent être sérieux, ils savent déconner, ils savent tout faire. Franchement, honnêtement, il n'y a rien à dire. Les mecs, et plus en plus, il y a des joueurs, ils arrivent à 18 ans, ils sont déjà prêts, quoi. Un Dumortier, quand il arrive, il est déjà prêt, il est déjà pro, il sait ce qu'il doit faire, il est conditionné à être au plus haut niveau déjà. Donc en fait, ça aide et tu gagnes énormément de temps. Ça c'est clair, il y a ce gain de temps et je rebondis là-dessus parce que c'est très important. Donc Gaël Fickou, une chance particulière nous attend en 2023. Il y a énormément d'attentes autour de votre équipe. Tu l'as dit, tu l'as souligné, cet engouement que vous ressentez depuis plusieurs saisons. Il y a l'expérience de 2007. J'imagine que toi aussi, mais j'ai pu échanger avec pas mal de joueurs qui l'ont joué et la dimension émotionnelle avait été compliquée pour eux à digérer, notamment l'épisode avant ce premier match, la lettre de Guy Moquet, tout un tas d'éléments contextuels qui a inhibé l'équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul risque quelque part à appréhender pour vous avec cet événement qui se prépare ? Bien sûr, après, je pense que c'est dur de tout maîtriser, mais je pense que Fabien est tellement précis dans ce qu'il fait qu'il essaie d'anticiper au maximum tous les petits problèmes auxquels on va faire face. J'en suis sûr et certain, il est en train déjà d'anticiper tout ce qui va se passer. Après, bien sûr qu'on peut pas tout prévoir dans le sport, mais voilà, il va essayer d'anticiper au maximum. Et après, je pense que voilà, cette pression qui va être sur nos épaules, faut qu'on la sublime. On peut pas avoir plus de chances de jouer en France devant notre public, avec une génération qui gagne et qui a redoré un peu, on va dire, le maillot, etc. C'est le moment, quoi. Après, à nous de nous sublimer, d'être performants, d'être prêts et de pas se mettre non plus de trop de pression parce que à la base, c'est un sport. On est là pour s'amuser, on est là pour donner du plaisir aux gens et ça, faut pas l'oublier. Donc, il faut que cette pression, en tout cas, elle nous sublime, je pense, que plus qu'elle nous freine, en tout cas. En tous les cas, on sera tous derrière vous pour vivre ce moment qui est particulier et terriblement attendu par les amoureux de rugby. On va terminer par ce livre, Gaël Fickou, Derrière l'armure. Donc, tu as ton autobiographie coécrite avec Maxime Rollin. Maxime Rollin. C'est ça, de l'équipe. Donc, je le disais, tu as seulement 29 ans, c'est assez tôt. Qu'est-ce qui te décide, il y a quelques mois, à écrire ce livre? J'imagine une sollicitation, mais pourquoi tu te dis que c'est le bon moment pour toi? Honnêtement, au début, je pensais pas que c'était le bon moment. Et quand il m'a proposé ça, Maxime, il me dit, voilà, il y avait 2 joueurs qui voulaient faire. Et il me dit, moi, c'est toi en premier que j'ai envie de faire. Donc, et je lui dis, mais pourquoi maintenant et tout ça? C'est pas la fin de ma carrière. Je me sens pas légitime forcément de faire un livre maintenant. Qu'est-ce que je vais raconter, etc. Il me dit, mais tu t'en rends pas compte, ta vie, elle est sur plein de leviers différents et sur plein d'actions différentes. Donc, il me dit, je pense que t'es le joueur
qui aujourd'hui, dans sa carrière actuelle, a plein de choses à raconter. Et je pense que tu es un des seuls. Donc ça m'a flatté, forcément, ça fait plaisir. Mais au début, c'est dur de se livrer. Je raconte des trucs dans ce livre que personne ne sait. Et que même des amis à moi ne savent pas. Et même certains de mes meilleurs amis ne le savent pas. Donc c'est quand même spécial. Dans ce livre, on découvre pas mal de choses. Est-ce que avec le recul, tu le vis comme une forme de thérapie? J'imagine que tu t'es apaisé de l'avoir fait, de l'avoir dit. Je me dis qu'en tout cas, ça laissera une trace. Et si demain j'ai des enfants, je me dis qu'ils pourront le lire et ils apprendront aussi plein de choses dans ce livre. Parce que t'as ma vie d'homme, t'as ma vie de rugbyman, t'as ma vie en tant qu'enfant, quand j'étais jeune, comment je me suis construit, mes valeurs, ma mère qui est plus là. Donc il y a plein de choses où j'en parle beaucoup. Il y a un chapitre sur ma mère qui est une personne qui était exceptionnelle et qui était très importante pour moi et qui m'a construit toute ma vie. Donc même encore aujourd'hui, elle m'apporte énormément parce que le fait qu'elle soit plus là, par exemple, ça me donne une force en moi qui est énorme. Et donc en fait, je raconte un peu tout ça dans ce livre. Je raconte les associations, je raconte le club de la Seine, je raconte les difficultés qu'on peut rencontrer dans une cité, mais que moi, ça m'a permis d'en faire une force. Et ça aussi, c'était le but de ce livre pour moi, plus que de raconter ma carrière de rugbyman. C'est de raconter comment je me suis construit en tant qu'homme et essayer de dire à plein de jeunes de quartier que voilà, malgré toutes les difficultés que tu peux rencontrer dans un quartier ou dans une cité ou dans un milieu où il n'y a pas forcément de moyens, on peut faire de grandes choses et de belles choses. Donc, même si c'est pas dans le rugby, dans notre domaine. Donc voilà, c'était un peu le but de ce livre, je pense. En tout cas, moi, c'était le but. Gaël Fickou, je peux te dire que c'est réussi. Et pour terminer, j'ai lu cet entretien au Figaro que tu as donné au moment de la sortie du livre, qui m'a marqué pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il y a une forme de côté aseptisé chez les grands sportifs. On ne peut pas tout dire. J'ai été marqué par le fait que tu te livres à ce point sur ton rapport à la religion. C'est des sujets qui sont pas simples à aborder en ce moment. Et le côté très positif avec lequel tu abordes finalement ton enfance pour faire de ce sujet non pas un truc pathos pour qu'on s'apitoie sur ton sort, mais voilà. Et donc c'est en ça que je disais tout à l'heure que je trouve que peut-être inconsciemment, mais t'as tellement pris conscience de cette responsabilité que tu as de porte-parole d'une certaine jeunesse et du positivisme dont on a besoin en ce moment, que quelque part, ce livre te permet de le faire. Et en ça, c'est pour moi le bon moment de le faire. Ouais, c'était ça aussi, c'était de le faire avant la Coupe du Monde aussi, parce que c'est là où les gens s'intéressent beaucoup à nos parcours, etc. Donc je pense que c'était aussi le bon moment pour le faire. Et comme tu as dit, raconter un peu toutes ces histoires qui m'ont fait grandir, parler de la foi, parler aussi de l'amour qu'on peut porter à notre pays, parce que voilà, moi j'ai la double culture, mon père est sénégalais, ma mère est française, mais moi quand je raconte ça, c'est vrai, à 1 an je devais chanter la Marseillaise, la main sur le cœur avec mes frères et sœurs, et c'est vraiment vrai, ma mère elle a des photos, elle nous racontait ces histoires, nous on s'en souvient pas à 1 an, mais elle nous apprenait la Marseillaise, etc. Donc on a ce côté patriote, et qu'on a tous dans ma famille, hein. Mes frères et sœurs, on a ce côté où voilà, on le revendique, et pareil, la foi, moi j'ai eu une double. Mon père est musulman, ma mère était chrétienne. Donc voilà, on a vécu dans la diversité, dans la mixité de plusieurs cultures. Donc c'est ça qui a fait ma force aussi, je pense. L'ouverture d'esprit, quoi. Je crois que c'est de très beaux messages de société et le rugby, quelque part, est quand même le sport qui sublime tout ça. Ouais, totalement. Parce qu'il est, par son essence, c'est-à-dire le seul sport de combat collectif. Totalement. Et donc, tu es obligé de faire confiance à l'autre sans le connaître parce que il va se faire mal pour toi, tu vas te faire mal pour lui. C'est assez schématique et ça peut paraître assez basique comme discours, mais c'est quand même une réalité. Ouais, et je comprends mieux en écoutant ton discours pourquoi finalement c'est ce sport qui t'a accroché et que t'as pas décidé de creuser plus loin le sujet du foot à cette époque-là. En tous les cas, écoute, je te remercie d'avoir été avec nous. C'était un très beau moment d'une vie de rugby et on te souhaite bien sûr avec toute l'équipe de Sud Radio, la radio du rugby, tout le meilleur pour l'échéance à venir. Merci beaucoup. Merci.